Vous écoutez France Culture. Troisième temps de notre programme hebdomadaire consacré à l'histoire des prisons dans le cadre d'une semaine de France Culture autour de la question pénitentiaire. Retrouvez donc toute la semaine les émissions de Sur les Docks, par exemple, à 16h aujourd'hui, ou encore du Grain à moudre à 18h30, qui doit traiter ce soir de la radicalisation religieuse en prison ou politique même en prison. Pour notre part, nous poursuivrons notre exploration de l'univers pénitentiaire en n'oubliant à aucun moment la figure de Michel Foucault et de sa pensée sur l'incarcération. Hier d'ailleurs, nous vous avons proposé un documentaire sur ce rapport de Michel Foucault aux historiens. Demain, nous nous poserons la question de l'enfermement des enfants après le 19e siècle, à partir du 19e siècle, et justement avec là aussi en ligne de mire, si je puis dire, la figure de Foucault. Et aujourd'hui, jour des archives dans la Fabrique de l'Histoire, c'est des archives de l'émission Ras les murs, émission emblématique, restée encore, pourrait-on dire, une des grandes émissions de radio sur ce sujet, de dialogue et de débat sur la condition pénitentiaire, programmée chaque mercredi de 20h30 à 22h30 sur Radio Libertaire, dont nous allons parler. Avec nous pour commenter ces archives sonores, Jacques Lesage Delahaye, psychanalyste et fondateur de cette émission en 1989, ainsi que Nicole Lesage Delahaye, qui participent tous les deux depuis justement cette date, tous deux animateurs depuis 20 ans de cette émission, donc très importante pour ce qui concerne le rapport de la société aux prisons. Et ce sera d'ailleurs le thème que nous aborderons avec Séverine Yatta, le rapport de notre société française aux prisons à travers ces émissions de Radio Libertaire. La prison doit cesser d'exister. En cette fin de XXe siècle, véritable vestige d'autres temps et d'autres mœurs, elle demeure avec son cortège de misère et de haine. Espace de la non-vie et du non-droit, cet archaïsme barbare reste un lieu de destruction systématique pour l'individu. Il faut modifier les esprits, toucher les causes profondes qui font qu'elle demeure alors que le constat de son échec n'est plus à faire. Les anarchistes entendent rompre le silence criminel qui entoure la lutte des prisonniers et informer de la réalité tant carcérale que judiciaire. Nous inscrivons ce combat dans celui plus vaste pour une société sans classe ni État. Il sera victorieux quand auront disparu le droit des plus forts et la loi des puissants. La prison a fait son temps, qu'elle crève. Bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute d'une émission consacrée aux prisons et à la justice. Vous êtes sur Radio Libertaire, ça s'appelle Ras les murs. Nous saluons, l'équipe est au complet. Nous saluons Jacques, nous saluons Pascal, nous saluons Farid, Serge. Bonsoir à tous. Et Bonsoir. Nous saluons notre technicien Bernard, nous saluons la présence de Jemila, Nora. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Bien, émission hebdomadaire donc consacrée à la prison avec un sommaire qui débute grâce à la voix de Jacques traditionnellement. On t'écoute Jacques. On t'écoute Jacques. Bonjour Jacques Lesage Delahaye. Bonjour. On vous écoute. Alors, on n'est pas sur Radio Libertaire, on est bien mercredi, puisque cette émission est diffusée mercredi sur les archives. Mais on n'est pas on est mercredi, mais on n'est pas sur Radio Libertaire, parce qu'on est sur France Culture. Mais on va consacrer toute cette émission avec Séverine Yatta, bonjour, à vos archives, donc les archives d'une émission emblématique, je le disais en ouverture de cette émission, pour tous ceux qui s'intéressent à cette question des prisons, une émission de radio donc qui fait le lien, le dialogue, le débat autour de la question pénitentiaire, une émission créée en 1989, c'est ça ? Tout à fait. En février 89, nous étions 4. Il y avait donc Patrick Marest, Bernard. On vient d'entendre oui. sa voix. Oui. Fondateur de l'OIP, l'Observatoire international. Enfin, il a rejoint l'OIP en 1995, c'est-à-dire quand il a quitté Ras les murs. Il y avait à la technique Bernard Marinon, et puis Nicole, bien sûr,
nous étions les 4 de base. Alors Nicole qui est avec nous également. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors des voix qui sont célèbres dans un milieu restreint, pourrait-on dire, celui qui s'intéresse à cette question des prisons, parce que vous avez su, avec d'autres émissions sur ce sujet qui sont diffusées dans toute la France, dans d'autres radios, en particulier des radios donc associatives, vous avez su utiliser ce média qui était à la disposition à partir de 1981 d'à peu près tout le monde pour pouvoir dialoguer, débattre, lancer des débats très forts sur la question pénitentiaire. Jacques Lesage-Delahaye. Oui, c'est-à-dire que notre concept de base en 1981, quand Radio Libertaire a commencé, à la suite de la possibilité de création de radio libre, comme on disait à l'époque avec Mitterrand, le concept de base des émissions prison à Radio Libertaire était, au fond, nous travaillons pour l'abolition de la prison. C'était le thème de base. Alors, il y a eu toute une série d'émissions avec lesquelles on a beaucoup collaboré quant à nous, puisqu'on n'en faisait pas partie, mais on était invité régulièrement. Parmi eux, il y avait un des fondateurs de Radio Libertaire, Floréal, qui était quelqu'un de très, très important pour nous. Et lorsqu'en 88, il y a eu des soucis avec une équipe, automatiquement, on nous a demandé si nous pourrions créer une nouvelle mouture de l'émission Prison. Et c'est comme ça, donc, qu'en février 89, tous les 4, on a lancé Ras les murs, toujours sur le concept de l'abolition de la prison, donc impliquant un certain type de lutte. Mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il fallait tenir compte de la présence des taulards. Et donc, automatiquement, ça a été aussi soutenir les luttes des prisonniers. Alors, il faut dire que cela remonte beaucoup plus loin, pour votre part. Jacques Lesage-Delahaye, c'est un intérêt qui remonte au moins aux années 50, quand vous-même, vous avez commencé donc, à connaître la prison pour y aller. Et donc, c'était à la fin des années 50. Puis ensuite, à partir des études que vous y avez menées, donc devenir psychanalyste, psychologue, et vous intéresser d'abord à la question pour votre thèse de la sexualité des prisonniers, puis ensuite à toutes les questions qui étaient liées dans des années 60 et 70, qui étaient peut-être plus intéressées que les nôtres à la question pénitentiaire, toutes ces questions qui étaient liées justement au domaine de la prison. Jacques Lesage-Delahaye. Effectivement, étant casseur-braqueur, je suis tombé en 1957 et je suis resté en tôle jusqu'en 1968. Mais je ne suis sorti qu'après le mois de mai. Ce qu'il y a, c'est que j'ai réussi une partie des études de psychologie à l'intérieur de la prison, sans pouvoir pour autant les terminer, du fait de travaux pratiques qui ne pouvaient se faire qu'en laboratoire à l'université. Donc, j'ai commencé une thèse de doctorat sur la sexualité en prison pour la bonne raison que j'avais quand même réussi une licence S-Lettres libre, incluant de la psychologie, de la philosophie, de l'économie politique, de la démographie, enfin beaucoup de matières. Mais le sujet de la sexualité en prison m'est apparu comme étant le plus urgent, car d'abord, C'est une urgence relative, puisque cette question posée dans ces années 60 n'a toujours pas été véritablement réglée dans les années 2000. Enfin, elle continue à être encore en débat en tous les cas. C'est une remarque, hélas, très juste, mais quand je dis urgence, ça voulait dire que personne ne voulait en parler. On pouvait parler de l'isolement, du mitard, des peines à perpétuité, de la peine de mort, de la récidive, du casier judiciaire, mais jamais de la sexualité. C'est pour ça que je m'en suis emparé. Mais quand je dis c'est urgent, je dis que c'est toujours urgent, car j'ai commencé à en parler officiellement avec Foucault au groupe Information Prison en 1971, et c'est seulement en 2003 que pour la première fois en France, on apprend qu'il y a une unité de vie familiale à la Maison centrale des femmes de Rennes. C'est vrai, Jacques Lesage-Delahaye, d'abord, vous avez commencé à faire votre auto-analyse, vous racontez ça dans l'un de vos ouvrages, La guillotine du sexe. Et puis, vous parlez aussi avec certains de vos co-détenus, et vous parlez aussi de sexualité. Alors, ça, j'imagine, c'est pas un sujet dont on parle en prison, entre détenus. C'était très difficile, mais j'ai gagné 2 choses à la centrale de Caen. La première, c'est que j'étais respecté comme voyou, puisque j'étais un braqueur. Donc c'est le haut de la hiérarchie. Je n'étais pas un grand braqueur, mais j'étais un honnête braqueur. Et à partir de là, respecté par mes camarades. Un braqueur, c'est un mec bien parce que c'est un mec qui balance pas et qui se met pas à table devant les flics. Ceci dit, c'est des valeurs un peu dépassées aujourd'hui parce que le milieu est quasi mourant. Mais en même temps, j'étais respecté par mes camarades parce que j'étais quelqu'un qui faisait des études. C'est-à-dire que ça dérangeait beaucoup l'administration qui m'a mis énormément de bâtons dans les roues à l'époque. Mais en même temps, le fait que j'étais un voyou, donc respecté, et en même temps un gars qui fait des études, ça me rendait crédible. Et quand j'ai voulu interviewer mes camarades,
J'ai eu, sur les 60 interviews que j'ai effectuées, 57 réponses, 3 refus seulement, et qui n'étaient pas liés à ma personnalité. Donc c'est vrai que ça a été un sujet extrêmement difficile. Ils ont eu du mal à parler de ces questions d'affectivité et de sexualité, mais comme ils me faisaient confiance, ils m'ont dit des choses absolument extraordinaires. Alors, vous avez évoqué, et on en a parlé dès le début de cette émission, le nom de Michel Foucault. C'est vrai que quand on pense à la question du travail social ou du travail politique et intellectuel sur la prison, on ne peut pas ne pas penser au travail de Michel Foucault et surtout à tous ceux qui l'ont rejoint et qui ont été autour de lui dans ce groupe Information Prison. Ces années 70, parce qu'on va venir aux années 80 et 90 qui voient naître justement l'émission Ras les murs à Radio Libertaire, ces années 70 sont des années où la question pénitentiaire est une question débattue largement dans le débat public, participe aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, que dans des débats gouvernementaux, à des questions qui sont posées qui interpellent les hommes politiques. C'est totalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui en tous les cas. Aujourd'hui, c'est quasi mort, et si on voyait une telle agitation, on sait qu'immédiatement la répression s'abattrait sur tous les groupes, les mouvements et surtout les personnes isolées qui abordent ces questions, et surtout sur ce mode. Mais c'était possible parce qu'il y avait des Mao en prison et que Foucault était très proche d'eux, donc il les a soutenus, et on a vu sortir les plateformes de Toul, de Nancy, de plein de prisons, et le groupe Information Prison s'est enrichi de la présence d'intellectuels, puisque Michel Foucault a lancé un appel, donc Vidal-Naquet, De Félix, Mauriac, enfin Claude Mauriac, Jacques Donzelot, Daniel Defer, plein de gens sont venus, plus des taulards comme Serge Adam, Daniel Bonato et moi-même. Et c'est vrai qu'on a semé une agitation, on a publié des brochures qui s'appelaient Les Intolérables, des plateformes de revendication de Melun, de Toul, et ça a permis que le débat soit lancé, d'autant plus qu'on a fait des manifs et des actions. Alors justement, une archive, puisque nous sommes dans l'émission d'archives de cette semaine, une archive datant de 1974, Serge Livrosé, c'est en 1974, il évoque le CAP. Qu'est-ce que le CAP, Jacques Lesage de La Haye ? C'est le comité d'action des prisonniers qui avait un journal qui s'appelait le Journal des prisonniers. On l'écoute. Le CAP, Comité d'action des prisonniers, est totalement étranger à l'orchestration éventuelle de toutes ces révoltes qui se déroulent à l'heure actuelle. Nous n'avons pas, comme je l'ai déjà dit, la possibilité d'orchestrer, d'organiser ce genre d'événement qui se propage, qui fait boule de neige. En fait, ça signifie une chose, ces événements, c'est que c'est dans toutes les prisons que les conditions de détention qui font les révoltes existent. C'est pas dans une prison isolée, c'est dans toutes. Notre but, en fait, est tout à fait différent. Depuis 2 ans que le Comité d'action des prisonniers existe, il a créé un journal qui s'appelle Le CAP, qui est tiré à 5000 exemplaires, et nous avons des buts précis, qui n'ont jamais été pris en considération, qui sont la suppression du casier judiciaire, qui sont la suppression de l'interdiction à séjour, et le droit au SMIC, quand on travaille, c'est-à-dire un travail égal, salaire égal. Nous réclamons essentiellement également le droit d'association pour tous les détenus, qui pour nous est une garantie de liberté, une garantie de pouvoir se placer en tant que citoyen, en tant qu'homme, face à l'administration pénitentiaire. Donc ce sont les buts essentiels, et nous avons le but d'informer également. Nous informons la population, les gens, contrairement à ce que dit la presse d'ordinaire, sur les véritables conditions de détention et sur ce que sont véritablement les détenus, qui sont des ouvriers. 95% des gens qui sont emprisonnés sont des ouvriers. Voilà, on n'est pas très éloigné du discours d'après 1968. On sent effectivement dans ce que dit Serge Livrosé, dans cette archive de 1974, l'écho des luttes sociales de ces années du début des années 70. Jacques Lesage de La Haye, c'est un des thèmes qu'on voulait aborder avec vous à travers vos propres archives, les archives de Ras les murs, cette émission de Radio Libertaire. C'est justement la perméabilité des murs de la prison, c'est-à-dire la capacité d'entendre ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur des prisons, et d'entendre ce qui est à l'intérieur des prisons vers l'extérieur. C'était possible à ce moment-là, et par quels moyens ? Parce que tout compte fait, on peut se dire, ces années 60 et ces années 70 sont peut-être des années plus dures ou plus difficiles pour la communication, en tous les cas, entre l'intérieur et l'extérieur. Et qu'est-ce qui faisait que c'était possible, justement ? C'était possible d'abord parce qu'avec le groupe Information Prison, un certain nombre d'entre nous sont allés faire des démarches à l'extérieur des tôles. Par exemple, vous imaginez Fleury-Mérogis, la centrale de Caen. Donc Serge Adam, d'autres parmi nous sont allés
rencontrer les familles, distribuer des tracts, distribuer les documents et interviewer les personnes. On a donc ramené comme ça des interviews qui ont été publiées. Et de surcroît, les prisonniers qui savaient qu'on existait nous ont fait parvenir leur plateforme. Donc l'équipe de Livre Osé, Michel Vaudez, Michel Boralet et tous les autres, à Melun nous a envoyé une plateforme de revendication, ceux de Toul et de Nancy également. Donc cette info est sortie. Et quand le CAP a été créé sur l'impulsion de Serge Livrosé et de quelques autres, automatiquement, ce qui a été dit, seuls les taulards ont le droit de parler des taules. C'était un petit peu excessif à mon avis, mais l'intérêt, c'était que le groupe de base était non pas constitué par des intellectuels qui donnent la prison aux anciens prisonniers, mais qui sont solidaires de nous. Et par contre, ceux qui lancent le mouvement, ce sont les prisonniers ou ex-prisonniers. Et à partir de là, les contacts étaient permanents entre eux et nous. Mais pour ça, il faut une politisation du milieu carcéral, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une prise de conscience politique, en tous les cas de ceux qui sont à l'intérieur, et non pas un éclatement tendant vers l'individualisme, la séparation des causes, pour pouvoir, entre guillemets, que chacun d'entre eux sauve sa peau. On était avant 1981. Oui. Donc, oui. Avant 1981, c'était en fait la lutte des années 70 où tout le monde était politisé, y compris les taulards. Beaucoup étaient des marxistes-léninistes, et certains de plus en plus libertaires. Ça s'est cassé la figure après 81 parce que tout le monde a cru avoir gagné avec l'élection des socialistes, et automatiquement les gens se sont démobilisés et tout s'est écroulé vers un individualisme de récupération on va dire, très égotiste. Et avec le coup de grâce de 87 et la télévision, quelque part, la plus grande partie des luttes se sont effondrées. Coup de grâce de la télévision, ça veut dire quoi ? Ça s'est traduit d'ailleurs dans le rapport que vous avez à Radio Libertaire et dans l'émission Ras les Murs, que vous avez eu ensuite à partir de 1989 avec les prisonniers. Ça s'est traduit comment ? Ça s'est traduit parce que Farid, un des animateurs ex-taulards de Ras les Murs, a appelé la télé Valium. En 87, quand la télé est arrivée, les émissions qui nous précédaient, les émissions prison, recevaient une dizaine de lettres de taulards par semaine. Et après l'arrivée de la télévision, progressivement, c'est tombé à une par semaine. C'est-à-dire, Jacques Le Sage de la Haye, que c'était pas enfin, entre guillemets, une bonne réforme, justement, le fait que les prisonniers aient accès à la télévision, parce qu'il y a eu comme ça progressivement, parce que dans les années 70, ça a été la radio et les journaux. Ce qui signifie qu'avant, c'était interdit. Et puis, donc, dans les années 80, c'est l'accès à la télévision, sous condition, puisqu'il faut payer. De toute façon, pour avoir la télévision, ce n'est pas non plus un accès à tous les prisonniers. Oui, une sorte d'adoucissement de la condition carcérale, Jacques Le Sage de la Haye. Arrivé en fin de peine, si vous avez fait une grosse peine, achetez 10 fois la télévision, par contre, vous ne l'avez toujours pas. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que la catastrophe de la télévision a été que des gens qui pensaient se sont écroulés dans le poste. Farid disait, ils ont la tête dans le poste. Ils ont cessé de penser. Ils ont été récupérés par la société de spectacle et d'économie. À partir de là, ils ont été dans la consommation et ils ont cessé de penser. Nicole ? Moi, je veux juste rajouter une chose aussi. La population carcérale a beaucoup changé dans les années 80. Jusque dans les années 80, c'était avant les voyous, etc., etc. Et à partir de 1980, la drogue est rentrée en prison. C'est-à-dire, il y a des toxicomanes qui sont rentrés en prison. Et à partir de là, il y a toute une évolution qui a fait que la prison n'a plus la même population que dans les années 60-70. Est-ce que justement, Jacques Le Sage de la Haye, à partir du début des années 80, vous avez senti un moindre intérêt, par exemple, des milieux intellectuels pour la question carcérale ? Est-ce que ces combats des années 70 étaient définitivement derrière eux, derrière une partie des intellectuels français, et que ça n'était plus à l'ordre du jour en tous les cas ? Certains des militants intellectuels très engagés de l'époque ont été des gens qui étaient devenus vieux et fatigués et quelquefois désabusés en raison de certaines déceptions. Mais des déceptions, ça veut dire quoi ? On peut le dire. C'est quoi ? C'est l'investissement sur des cas particuliers. Oui, c'est ça. Une personnalisation, pourrait-on dire, de la condition carcérale à travers un ou deux cas qui étaient devenus des cas emblématiques et qui n'ont pas répondu à l'attente qu'on avait mise en eux ou la promesse qu'on avait voulu voir en eux. Parce que ce n'étaient pas des militants, ce sont des gens qui ont bénéficié d'un soutien mais qui n'ont pas ensuite continué le combat. Et ça, on peut citer quand même
des cadres comme Roger Elvis qui ont pu apparaître comme étant comme ça justement des grands moments, des grandes figures de proue de ce combat et qui ensuite ont un peu disparu dans un autre type de médiatisation. Oui, mais moi je ne le citerai pas comme ça. Je dirais qu'en ce qui concerne Roger, c'est quelqu'un qui, du fait de son innocence présumée, a entraîné un combat fantastique de tous les intellectuels. Mais comme par la suite on ne l'a pas retrouvé dans les luttes, il a fait sa vie, il s'est inséré ou réinséré à sa façon. Les gens qui sont des intellectuels étaient déçus. Ils ont sans doute espéré qu'il deviendrait un intellectuel qui rejoindrait les luttes. Et le fait qu'il n'ait pas participé aux luttes a fait que beaucoup d'intellectuels se sont découragés. Mais l'erreur commise par ces intellos, c'est d'idéaliser les taulards. C'est-à-dire ? Eh bien, un taulard n'est pas un militant révolutionnaire du fait qu'il est victime de la double répression, la misère plus l'enfermement. Souvent, ça l'amène à se replier sur lui-même et à imploser. Et au lieu de se battre, il s'écroule et il finit par être un profiteur et quelque part un déchet de la société. Merci Jacques Serge-Delahaye. En tout cas, c'est une parole assez dure. On va écouter justement une archive tirée de Rats-les-Murs. C'est la première que vous avez choisie. Séverine Yattard, on y entend la voix de Lulu l'anarchiste. Une archive un peu longue, 4 minutes 32. Elle date de quelle date De 91, hein, Jacques Le Sage-Delahaye. Oui, on avait tout de suite parlé, Lulu l'anarchiste. Il faut absolument écouter un extrait. Voilà, 2 ans après la création de Rats-les-Murs, une présentation de ce Lulu l'anarchiste, justement. Lulu l'anarchiste était un magnifique casseur qui faisait des affaires régulièrement et qui tombait beaucoup. Et il se promenait toujours, quand il était en liberté, avec un livre de Kropotkin dans la poche. Paris, la nuit s'effrite. Paris va crever l'ennui. Paris se meurt en nuit. Arrêtez. La routine a fait la gueule. La ronde de nuit. Radio Libertaire 89.4, vous écoutez donc l'émission Rats-les-Murs. Et je rappelle bien sûr le numéro de téléphone pour les pauses musicales, le 42 62 90 51, ainsi que l'adresse pour écrire, 145 rue Amelot dans le 11e. Alors ce soir, nous sommes en compagnie de Lulu l'anarchiste, qui était l'un des principaux correspondants de Rats-les-Murs lorsqu'il était incarcéré. Donc un correspondant comme Serge-Philippe Dignon, comme Pierre Hernandez, Cyril Chauvet, tous ceux qui nous écrivent régulièrement. Mais dis-moi Lulu, c'est vrai que tu connais la prison ? D'abord, je voudrais dire bonsoir à tout le monde, enfin, tous ceux qui sont détenus, hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, enfin tout ce qui est en prison, quoi. Alors, tu es sorti, je crois, de la santé il n'y a pas très longtemps, en fait. Hein. Non, on m'en doute. Est-ce que ce serait indiscret de te demander s'il y a longtemps que tu connais la prison ? Disons depuis ma jeunesse, quoi. Ouais. Est-ce que avant la prison, il y a dans ta jeunesse quelque chose qui laisse imaginer que tu devais être soit président de la République, soit taulard ? Bon, je ne sais pas, mais je crois que quand, disons, quand on est fils d'ouvrier ou qu'on est né fils d'ouvrier, parce que je préfère attaquer le problème directement comme ça, dans le sens où, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver en prison ? On trouve en prison, on ne trouvera jamais que des fils d'ouvriers, et puis ça s'arrêtera là, et je crois que le problème, moi je l'axe là-dessus essentiellement, voilà. Parce que tu verras jamais des bourgeois, tu verras jamais des gouvernants, naturellement, et puis il n'y a qu'à voir les bosquets, les papons qui se trimballent dans les rues, bon, et puis voilà, quoi. Et pour finir, maintenant Hervé Auchon, le mec voilà, puis du Front National. On voit tous les abus, enfin tout ce qui est permis, et puis ma foi, et puis pendant ce temps, ben, ma foi, le peuple se goberge de petites conneries, ben, ma foi, ben, c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis je crois que quand on fait l'analyse, même quand on parle de la Révolution française, bon, je suis pas un historien, mais enfin, quand on se penche un peu sur l'histoire de la Révolution française, enfin, qui a été un peu le phare, quoi, de l'Europe à cette époque-là, comment pourrais-je dire, d'une certaine libération des masses. Bon, mais qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit que la bourgeoisie s'est emparée du pouvoir, qu'elle a créé ses propres institutions, qu'elle a fait ceci, fait cela, et puis tout nous paraît normal, quoi. L'autorité, l'ordre, le machin, mais il faut savoir, comme disait Kropotkin, parce que je parle de lui parce que c'est quand même un de mes chouchous, de quel ordre s'agit-il, hein, voilà, Jacques, hein. C'est l'ordre de l'État. L'ordre naturellement. Alors moi Ouais. je voudrais te poser une question, Lulu, parce que bon, tu nous as écrit avec ton surnom, Lulu l'anarchiste. Tout de suite tu démarres fort avec Kropotkin. Je voulais savoir, pardon. Kropotkin. Excusez-moi pour le. Et
Je voulais savoir, en prison, tu lisais ça? Tu pouvais les avoir? Ça fait des années que je connais Pierre Kropotkin. Enfin, je peux même dire ça fait plus de 25 ou 28 ans. On fait certains grands textes, disons, essentiels de l'anarchie. Bon, comme Michel Bakounine, Sébastien Faure, etc. On ne va pas tous les passer en revue. Bon, mais ce qu'il y a de frappant, c'est que ce sont des textes qui sont toujours d'actualité. Et je crois que bon, si on pouvait lire ça, par exemple, à la radio, naturellement, on va pas prendre la tête à tout le monde, à tous les auditeurs. Bon, mais pour ceux qui se considèrent, mettons, comme libertaires ou anarchistes ou un peu révoltés ou etc. Bon. Beaucoup, la plupart d'entre eux connaissent tous ces textes. Bon, mais certains auditeurs, je pense, enfin tout au moins, dans la classe ouvrière, on ne les connaît pas suffisamment. Naturellement, alors on a reçu une éducation bien déterminée, ça veut tout dire, l'instruction nationale, comment pourrais-je dire, l'éducation nationale, c'est-à-dire quelque chose, une instruction de masse, quoi. Donc on n'a pas le temps de se pencher sur beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que suivez mon panache blanc, Henri IV, si Louis XVI faisait pipi dans un beau pot en or, enfin, tout ça, tout le monde est heureux, quoi. Voilà ce qu'on nous apprend à l'école. Et ça, on n'y réfléchit pas assez. Parce qu'à l'école, on ne peut pas réfléchir sur ces problèmes-là. Il faut avoir une certaine maturité. Alors je ne sais toujours pas si Louis XVI faisait pipi dans un bocal en or, comme le disait justement dans cette archive de Radio Libertaire, l'émission Ras les murs, Lulu l'anarchiste, c'était en 1991, Jacques Lesage de La Haye. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on sent bien qu'il y a là encore un discours qui correspond à celui que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire un discours, disons, révolutionnaire, de changement social, qui est tout à fait net à l'intérieur de ce que dit cet intervenant de votre émission donc sur Radio Libertaire, qui peut-être va s'épuiser jusque dans les années 90-2000, peut-être pour renaître de façon différente aujourd'hui. En tous les cas, il y a des générations, et l'avantage de vous avoir à notre micro, c'est de faire comprendre que le discours social sur les prisons évolue en même temps que la société elle-même, Jacques Lesage de La Haye. Évidemment, dans la mesure où en 1981, une partie des militants ou anciens militants des années 70 ont cru qu'ils avaient gagné, et même pour certains d'entre eux ont rejoint les rangs du gouvernement, il y avait un certain nombre de voix qui se sont tues, et à la place, c'est un discours un peu récupérateur et lénifiant qui s'est instauré un peu partout. À partir de là, des dispositifs d'amélioration de la détention ont été aussi apportés, ne serait-ce que de signaler la télévision comme on en parlait tout à l'heure, mais le fait aussi qu'on ait aboli la peine de mort pourrait paraître quelque chose de positif. Ce qu'on oublie, ce sont les effets pervers. À partir du moment où il y a la télé, c'est la fin de la conscience politique, donc c'est 1987. Et à partir du moment où il n'y a plus la peine de mort, les magistrats qui sont pour les 3/4 de droite et pour certains d'extrême droite disent on n'a plus la dissuasion suprême. Donc on allonge les peines d'un tiers. Séverine Liatin. En tous les cas, ce qui peut-être n'a pas changé, ce qu'évoquait Lulu l'anarchiste dans l'archive, c'est peut-être les origines sociales en revanche des détenus. Qui sont d'origine ouvrière modeste pour la plupart. Est-ce que c'est une réalité sociologique ou est-ce que c'est un discours que l'on entend et sur lequel on n'a pas véritablement travaillé, Jacques Lesage de La Haye? Si, on a travaillé. Il faut demander à Tournier. Pierre-Victor Tournier a quand même fait des études démographiques très importantes là-dessus et on constate que c'est peut-être pas le mot ouvrier, c'est là alors maintenant c'est peut-être plus le mot ouvrier. Oui, voilà, c'est là où on dirait que c'est un discours qui fait partie de toute une phraséologie, mais en réalité, il faut signaler que au fond, les 3/4, 75-80% des gens qui sont en prison sont issus des catégories sociales défavorisées. Ça, on n'y échappera pas. Alors, évidemment, avec les juges rouges comme Charette et tous les autres... C'était dans le début des années 70. On a vu commencer un mouvement dans le sens d'incarcérer des grands bourgeois et des hommes politiques, mais ça n'a jamais été une véritable transformation. Ça n'a pas été un raz-de-marée. Alors, ça n'a pas été un raz-de-marée, mais tout de même, la différence, c'est qu'entre la date de cette archive qu'on vient d'écouter de 1991 et aujourd'hui, il y a eu tout de même des opérations qu'on a pu appeler à l'italienne des opérations main propre. Il y a eu l'arrivée dans les prisons, dans ce qu'on a appelé les quartiers VIP, de certains grands dirigeants d'entreprises, en particulier qui étaient condamnés pour des histoires de détournement de fonds, d'abus sociaux, etc. Et à ce moment-là, il y a eu un espoir ou un discours qui a peut-être été répandu dans les journaux en particulier, de se dire, puisque des gens justement des catégories sociales les plus favorisées se retrouvent en prison, ils vont, une fois qu'ils seront sortis, plaider pour un changement un changement social par rapport à ce qui se passe dans les prisons. Alors ça, c'est encore un espoir qui a dû être un peu déçu, Jacques Lesage de La Haye.
Pas pour nous, il a été pour Patrick Marest, qui faisait partie de Raleigh-Mur et qui est parti ensuite à l'Observatoire international des prisons, puisqu'il a dit, et c'est une grosse erreur, ces gens-là vont nous faire gagner 10 ans. C'est sûr qu'à Raleigh-Mur, on a reçu Christian Proust, on a reçu Pierre Botton et pas mal d'autres intellectuels, c'est-à-dire des bourgeois qui passaient pour des intellos parce qu'ils avaient une réputation. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est Pierre Botton qui remplace Michel Foucault. Donc à partir de là, les gens qui militent avec naïveté croient que c'est ça qui va nous faire avancer. Pas du tout. Sans doute, ils ont des prises de conscience politiques et ils disent des choses qui nous paraissent correspondre à la réalité. Mais la grosse erreur, c'est de prendre un arbre pour une forêt et d'autre part de croire que parce qu'il y a des hommes politiques, tout le monde va croire que tout le monde peut aller en prison. C'est faux, ce sont des exceptions. Et même si nous avons fait une chronique des ripoux qui est montée à 800 personnes politiques, grands bourgeois, responsables de multinationales et autres inculpés ou mis en examen, il n'en reste pas moins qu'il y en a au moins 40 000 et que ceux-là n'ont pas été inculpés et que de toute façon, pour autant, on n'a pas vu beaucoup de gens de la classe bourgeoise aller en prison. Alors, autre archive sélectionnée donc par notre réalisatrice Marie-Christine Closet et par vous-même Séverine Yattard, celle de Serge-Philippe Dignon, qui va nous permettre peut-être d'aborder un autre aspect du travail que ces émissions régulières sur les antennes des radios associatives font en matière de connaissance, pour ceux qui ne connaissent pas ce sujet-là, connaissance de la condition carcérale, c'est la multiplicité des cas, la différenciation entre types de cas. Serge-Philippe Dignon, une présentation, Jacques Lesage de La Haye. C'est un garçon qui est d'origine ivoirienne et Nicole certainement pourra apporter un complément parce que quand on a fait le comité de soutien, elle en a été au fond la principale animatrice. D'origine ivoirienne, ce garçon vivait dans le deal et la défonce et nous, on l'a suivi alors qu'il était en tôle, c'était un correspondant de Raleigh-Mur. On est même allé le voir à l'unité de malades difficiles de Cadillac et ensuite Cadillac, il faut préciser ce qu'est Cadillac, c'était une prison particulière, pourrait-on dire, justement une unité de malades difficiles qui est réputée à l'intérieur de la condition pénitentiaire de tous les centres pénitentiaires français comme un lieu particulier. Jacques très serré, très fermé, mélange de prison et d'hôpital psychiatrique, comme Henri Collin de Villejuif, Montfavet et Sarreguemines. Et quand il est sorti de l'hôpital psychiatrique de Rennes, nous sommes allés le chercher, après quoi nous avons lancé le comité de soutien et il a rejoint l'équipe de Raleigh-Mur. On l'écoute, Serge-Philippe Dignon. C'est une archive qui date de quelle date, Séverine Yattard ? 93. Hein. On voulait savoir combien tu avais fait de prison. Tu as fait combien d'années ? J'ai fait 5 ans et demi, là. De novembre 87 jusqu'au 29 janvier 93. Mais j'ai pas été libéré le 29 parce que j'étais en psychiatrie. Ça fait que le 29, au lieu de me mettre dehors, ils m'ont mis dans un hôpital civil, quoi. Ouais. Parce qu'au départ, j'étais dans un UMD, qu'ils appellent ça une unité des malades difficiles. Il y en a 4 en France. Il y a des Juifs, Sarreguemines, Montfavet, et puis Cadillac. C'est à Cadillac que j'étais, moi. Voilà, tu étais à Cadillac. À Cadillac, oui. Mais comment tu peux réexpliquer, là, qu'un type comme toi, qui est comme nous, quoi, t'as été considéré comme un fou dangereux. Non, mais c'est-à-dire que sur les 5 ans de prison, il faut compter au moins 2 ans d'écart disciplinaire. Le dossier était quand même assez impressionnant, parce que 2 ans dans le mitard, 2 mois en isolement, et ça fait que moi, quand je suis dans une cellule, je sortais jamais mes affaires. Mon pactage était fait en permanence. Et un isolement, quand ça me prenait, j'allais au cachot, parce que je refusais d'être en isolement. Et ça, quelque part, ça les déstabilisait. Et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Et est-ce que tu avais l'étiquette du détenu particulièrement oui, ça oui. Quand un type qui rentre avec 30 mois, de la correctionnelle, voilà, quoi. Ils te mettent EDPS, et ça les permet d'être neutralisés. Parce que dans tous tes déplacements, il y a toute une armada de surveillants autour de toi. Tu vois personne, quoi. Tu es tout seul dans le couloir avec eux, quoi. Voilà. Et quand ça va pas, ils te cassent, et quand ça les prend, ils te transfèrent à l'autre bout de la France, quoi. Voilà. Et t'as plus de nouvelles, t'es coupé du monde. Voilà. Farid nous a dit qu'il t'avait vu à plusieurs reprises en détention dans tel et tel établissement. Est-ce que tu peux essayer de nous dire ton parcours sur le plan des luttes que tu as menées, des gens que tu as rencontrés et avec lesquels tu as pu mener des luttes contre l'administration? Déjà, j'ai rencontré Jean-Claude Poteau, au D1, et quelque part, et je peux dire qu'il m'a sauvé la vie quand même. Donc c'était à Fleury-Mérogis. Ouais, parce que moi j'étais à l'isolement,
Et bon, j'ai parlé avec lui et par la fenêtre. Et un jour, ils sont venus me chercher pour m'amener au quartier disciplinaire. Et moi, j'ai refusé, moi. Parce que avant ça, il m'avait amené, il m'avait mis dans une pièce nue, il m'avait mis mon blouson sur la tête, ils m'ont lâché, quoi. Et donc, quand moi j'ai vu ça, jusque là-haut, il y avait un brigadier, on va dire son nom, Carlier. Ceux qui sont au DN le connaissent très bien. Moi, je l'ai vu en Bois d'Arcy en 84, comme il savait que j'étais plus ou moins un mutin. Et quand j'étais là-haut en isolement, il a dit, lui, je le connais, je m'en occupe. Je l'ai connu au D1, c'était une charogne. Ouais, c'est une charogne, avec une tête d'enculé, on peut le dire. Même les surveillants en ont peur. On connaît ses méthodes. Ouais. Alors on voit bien effectivement le ton très libre qui est employé dans les émissions de Ras les Murs sur Radio Libertaire, puisque c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui dans cette semaine consacrée dans la fabrique de l'histoire à l'histoire des prisons. C'est l'avantage de faire 20 ans d'émissions, donc un bon millier d'émissions j'imagine, c'est ce que vous avez derrière vous, donc Nicole et Jacques Lesage de La Haye, c'est justement de faire un travail en profondeur, en longueur, de pouvoir avoir des correspondants, discuter avec eux très régulièrement et écrire à ces correspondants et recevoir du courrier de leur part, mais également de nuancer une opinion générale sur les prisons qui généralement ne va pas beaucoup plus loin que quelques idées très générales sur ce sujet de l'incarcération. La première chose, c'est de concevoir que si des gens vont en prison, déjà c'est pour des raisons différentes. Il y a certes des casseurs et des braqueurs, mais il y a aussi des dealers, il y a des gens qui n'ont pas de papier, il y a des gens qui sont là pour des délits liés à la toxicomanie, et c'est vrai que le nombre de cas et de circonstances est quasiment infini. À partir de là, comment va se passer leur détention ? Ils commencent tous par la maison d'arrêt, certains y restent et en sortent, d'autres iront dans les centres de détention, donc pour des longues peines, voire dans des prisons bien plus dures, des centrales. Ça fait déjà des cas de figure très différents. Si vous ajoutez qu'il y a les prisons, on va dire publiques, les prisons d'État et les prisons privées, qui permettent un nouveau système de prison à deux vitesses, à savoir des prisons où on est très peu rémunéré et d'autres où on gagne un peu plus, donc on a de quoi cantiner. Ça fait un cantiner, précisons pour ceux qui ne le savent pas, qu'il s'agit justement d'acheter de quoi survivre, ou vivre un peu mieux à l'intérieur de la prison, à ce qu'on appelle la cantine. Donc oui, tout s'achète. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on a tout. On n'a pas de papier hygiénique, on n'a pas de dentifrice, on n'a pas de courrier, papier à lettres, timbre, tout ça. Il faut tout s'acheter, même certains vêtements. Donc à partir les baskets, les postes de radio, tout ça, il faut l'acheter. Donc évidemment, il faut que les gars touchent un peu d'argent. On sait que s'ils n'ont pas 200 € par mois, ils sont quasiment indigents. Hein. Alors, les sciences humaines se sont intéressées, on en a beaucoup parlé dans les années 70 à cette question de l'incarcération, de la pénitentiaire. Il y a tout de même une expertise qui a commencé à s'établir en matière de sciences humaines sur ce sujet-là. Est-ce qu'elle s'est répandue, développée ? Est-ce que justement vous recevez à la fois des taulards, des anciens taulards, vous recevez des experts, des gens qui écrivent sur la prison ? Jacques Lesage de La Haye dans cette émission Ras les Murs, est-ce que vous avez pu noter une évolution sur la longue durée des travaux sur les prisons ou sur le système carcéral ? Oui, régulièrement, des gens écrivent des livres, font des recherches en démographie, en psychologie, en sociologie. Ils traitent du suicide, ils traitent des longues peines. Il y a des quantités... Ça, c'est un petit... on peut le dire. Voilà, vous m'avez reçu il y a 20 ans pour un livre que nous avions écrit avec Jacques Expert. Enfin, plutôt, c'était les prisonniers eux-mêmes qui l'avaient écrit, puisque c'était des lettres qu'ils nous avaient envoyées sur le thème, justement, de la longue peine. C'était un livre qui était épuisé depuis bien longtemps maintenant. Oui, mais pour nous, c'était un livre référence dans la mesure où, écrit par des journalistes, il disait exactement ce qu'est la condition pénitentiaire. Nicole Lesage de La Haye. Non, mais t'as peut-être pas fini, là, si ? Non, mais je t'en prie. On est comme à Ras les Murs, on est à France Culture. Allez. Non, moi, je voulais juste, par rapport à votre question, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai qu'on a vu une évolution. Depuis les années 2000, pratiquement, maintenant, les livres qui sortent sur la prison, à part les quelques-uns comme De Beaurepaire, Catherine Herzberg. Voilà, ce sont des livres où on parle des serial killers, des histoires personnelles, enfin des choses comme ça. On parle de taulards qui ont fait des coups, mais il n'y a pratiquement plus, parce que c'est moi qui lis les bouquins, d'analyse, de réflexion et de grandes enquêtes. Moi j'aurais pensé qu'il y avait davantage de grandes enquêtes, on pouvait rentrer aussi à l'intérieur de la prison justement pour recueillir le témoignage des prisonniers. Ça tourne qu'autour de ça, mais il n'y a plus d'analyse profonde, politique et puis vraiment sociologique de la prison. Jacques Lesage de La Haye.
Il y a des livres qui disent moi qui suis un tel, j'ai vécu ça en tant que professionnel. C'est le cas de Michel Vaujour que vous receviez la semaine dernière dans votre émission et que nous avons reçu donc lundi dans la nôtre. Évidemment, c'est le cas de Michel Vaujour, effectivement, des aventures individuelles, pourrait-on dire, des expériences individuelles à l'intérieur du cadre carcéral. Oui, mais je ne le citerai pas comme ça, dans la mesure où pour moi, Michel Vaujour révèle quelque chose de l'ordre d'une démarche intérieure tellement prodigieuse qu'elle devrait faire réfléchir beaucoup de personnes qui verront le fameux film qui a été tourné par Fabienne Godet. Ne me libérez pas, je m'en charge. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ? Tout à fait, parce qu'en fait, bien sûr, ce à quoi je fais référence, c'est des professionnels qui ont travaillé dans les prisons, à l'exception de quelques-uns comme Martine Chachtel qui a parlé des femmes en prison et qui a fait un livre magnifique. Beaucoup de gens qui ont fait des livres sont dans l'anecdote. Ils n'ont plus aucune réflexion, il n'y a aucune analyse. On cherche, à mon avis, soit à faire de la sensation, du spectacle, du scoop ou de l'argent, mais on n'est plus dans une réflexion politique. Alors, réflexion politique, ça pourrait être aussi celle des historiens qui reviennent après Michel Foucault à l'origine de la prison, à l'origine de l'enfermement, etc. Est-ce que vous avez pu noter, l'un ou l'une d'entre vous, dans les travaux qui vous permettent de préparer vos propres émissions sur Radio Libertaire, un flux, quelque chose qui, sur le crime, sur la peine, sur l'instauration des peines, était en profonde évolution dans le domaine historique lointain, c'est-à-dire ça peut être le 16e, le 17e, le 18e ou le 19e siècle, par exemple, Jacques Le Sage-Delahaye. C'est très disparate parce qu'on peut avoir Christian Carlier, ancien directeur de prison devenu historien, qui parle... sera notre invité demain, d'ailleurs. Voilà, qui lui fait des livres passionnants sur les surveillants en prison, sur des quantités de choses, la prison au champ, mais c'est des exceptions. Vous avez Bourgoin qui a fait aussi un livre sur le suicide en prison, c'est encore une exception. Vous avez des gens qui font des recherches comme Tournier, mais la masse, c'est plutôt aujourd'hui de l'anecdote, de la consommation et la fin de la pensée politique. Alors pourtant, il y a des organismes qui se sont créés, des organismes qui tentent de faire levier sur les pouvoirs publics, sur ces questions de prison, l'OIP en particulier, l'Observatoire international des prisons. Vous receviez il y a 2 ans, 3 ans maintenant, Gabi Mouesca, pour évoquer le guide qui avait été créé par l'Observatoire international des prisons pour les sortants de prison. Encore une archive de Radio Libertaire sur votre émission Ras les murs. J'ai tenu à dédier ce livre à des hommes que j'ai rencontrés en prison personnellement, à des centaines de visages aussi que j'ai rencontrés en détention. Je pense en particulier à Kamel, qui était tellement effrayé par la libération qu'il s'était émasculé avant d'être libéré de la maison centrale d'Arles. J'ai pensé aussi, évidemment, et j'ai dédié ce livre à Fernand, qui s'est suicidé au fond de sa cellule à l'approche de sa libération, à Christophe, qui est mort quelques mois après sa remise en liberté. Et ainsi de suite, j'ai dédié ce livre à des centaines et des centaines d'hommes et de femmes pour lesquels la remise en liberté est quelque chose d'effroyable, qui fait peur, qui fait tellement peur, qui provoque tellement de souffrance que pour certains, eh bien, la façon d'en sortir, c'est de passer à l'acte de se suicider. Donc l'essentiel, il faut le dire, il est là, c'est que cette prison, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est en train de continuer à désocialiser les personnes qu'elle enferme. Et lorsque je parle des prisonniers, je pense évidemment aussi aux longues peines, et aux très longues peines qu'il y a aussi dans les prisons françaises. Et là, non seulement la prison ne les désocialise pas uniquement, mais elle les dévitalise, ce qui est bien évidemment encore plus grave. Pour qui connaît aujourd'hui la prison, on sait que ce n'est pas que des mots. Quand on dit infantiliser, déresponsabiliser, l'absence totale de choix. Par exemple, vous passez des mois, des années, parfois des décennies aujourd'hui dans les prisons françaises, sans avoir le moindre pouvoir sur votre propre vie. C'est-à-dire que, eh bien, on vous transforme petit à petit en mineur, c'est-à-dire en personne qui n'a plus de responsabilité sur sa propre vie, sur ses propres choix. Et ça, je vous le dis, c'est parfois des mois, des années, parfois des décennies. Et on voudrait, les décideurs, les grands responsables de ce pays ou pseudo-responsables voudraient qu'au sortir de la prison, on soit des responsables, qu'on se comporte comme des adultes, alors qu'on nous a maintenus en état de mineurs en prison, qu'on nous a totalement anéanti tous les ressorts qui permettent à ce que l'on puisse être maître de son destin, que l'on soit moteur de sa propre vie. Et c'est évidemment ça qui explique d'abord que la réinsertion est quelque chose de totalement impossible pour la majeure partie des gens qui sortent de prison. Parce qu'on a totalement tué
tous les ressorts qui permettent d'être autonome, d'être responsable lorsqu'on est sorti de prison. Ah voilà, donc ce témoignage enregistré par votre émission Ras les murs, donc sur Radio Libertaire, tous les mercredis, rappelons-le, de 20h30 à 22h30, ce témoignage de Gabi Mouesca, donc de l'Observatoire international de prison, et qui évoquait cette solitude. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes une sorte de but témoin avec cette émission, but témoin d'un certain type de combat, d'un certain type de discours sur la prison qui aujourd'hui aurait été curieusement abandonné par le reste de la société? Je ne sais pas, Jacques Lesage-Delahaye. Il a été abandonné dans les prisons comme il a été quasiment abandonné dans la société, parce que soit ça s'est effondré et c'est tombé dans une sorte de discours syndicaliste de connivence, soit ça s'est radicalisé du côté des Black Blocs. Et à ce moment-là, ça devient des luttes hyper violentes, mais quelque part marginales, et qui quelque part aussi sont récupérées par un système qui dit, vous voyez comme ils sont violents, ces révolutionnaires. Donc c'est certain qu'en prison, on ne voit plus tellement de gens qui mènent des luttes collectives. Ça s'est effracté, si je puis dire, en lutte individuelle appuyée sur le droit. Et la plupart des luttes des taulards d'aujourd'hui sont des luttes juridiques. Alors, c'est intéressant tout de même de noter cette évolution sur la longue durée, parce qu'effectivement, le droit, qui nous disait lundi Michel Vaujour à ce même micro, le droit qui était souvent laissé de côté dans les prisons, puisqu'il y avait d'autres règles qui régissaient soit les rapports entre détenus, soit les rapports entre détenus et administration. Le droit a fait quand même une entrée assez forte dans le domaine carcéral, et par ce moyen, par ce levier, il y a une évolution peut-être possible, mais du côté individuel, dites-vous, Jacques Lesage-Delahaye. Oui, parce que si on regarde l'apparence, on va dire c'est la fin des luttes collectives et c'est l'émergence des luttes individuelles, mais sous couvert de référence au droit. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'écart entre la société et la prison s'est en fait aggravé, que ces luttes ne sont que des luttes d'agonie, d'asphyxie et de survie. Et je vais vous donner le meilleur exemple qui le prouve, c'est que jusqu'aux années 80, on se suicidait 4 fois plus en prison que dans la société, et aujourd'hui, on se suicide 7 fois plus en prison que dans la société. Nicole Lesage-Delahaye. En rajoutant qu'aujourd'hui, il y a 30% des personnes qui sont incarcérées qui sont des malades mentaux. Donc c'est ça aussi qui joue énormément dans le fonctionnement et dans les rapports avec des luttes qui pourraient s'inscrire à l'intérieur de la prison et aussi à l'extérieur. Ça, il faut le rappeler quand même. Est-ce qu'il n'y a pas, disons, une sorte de désespérance? On voit bien que le discours que vous tenez est un discours de combat, les uns et les autres, à Radio Libertaire, autour de cette question et autour de cette émission Ras les murs, mais il n'y a pas une sorte de désespérance à ne pas voir advenir le début d'une solution par rapport à ce que vous aviez mis comme programme à votre émission lorsque vous l'aviez créé à la fin des années 80, Jacques Lesage-Delahaye? La disparition de la prison. Oui, mais ça, je poserais la question plutôt en 1971, quand Michel Foucault a lancé le GIP et que nous l'avons rejoint. En réalité, je pense que nous arriverons à l'abolition de la prison, ça c'est sûr. À force de déconstruction de la prison par les alternatives, la prison va disparaître avec ses murs, ses menottes, ses barreaux et ses serrures. À l'inverse... Mais elle a déjà un petit peu presque l'histoire du bracelet électronique, etc. Enfin, oui, mais c'est les débuts, c'est les balbutiements, parce qu'il y a quand même 65 000 prisonniers, même s'il y a des dizaines de milliers de gens en alternative. Mais je pense qu'avec le système sécuritaire qui a pour fonction de protéger ceux qui dirigent un État capitaliste, c'est-à-dire une petite minorité, il est bien évident qu'on abandonnera la dissuasion de la prison ou la dissuasion par la prison le jour où la société sera entièrement carcérale. Qu'est-ce que vous avez comme recul sur l'impact que peut avoir une émission comme la vôtre, les émissions de Radio Libertaire, mais également toutes les émissions qui, sur d'autres médias associatifs, traitent de cette question carcérale par rapport à la condition carcérale elle-même, c'est-à-dire ce qu'en disent les taulards ou les anciens taulards, ce qu'ils en disent lorsqu'ils en sortent, ce qu'ils vous disent lorsqu'ils vous écrivent ou vous font parvenir des messages. Est-ce que ça a une fonction justement de renforcement des convictions? Est-ce que ça a une fonction de baisse de la garde d'une certaine façon, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui participent à la même pensée que soi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces réactions que vous recevez et les évolutions sur une vingtaine d'années de ces réactions? Dans la mesure où vous avez diffusé un extrait d'une émission avec Gabriel Mouesca, je ne pourrais que dire ceci: Gabriel Mouesca est une exception. La réalité, c'est un désespoir total.
c'est l'effondrement des luttes, c'est la fin de tout espoir qu'un jour ça change, c'est-à-dire que les gens n'y croient plus, ils ne sont plus porteurs des luttes ni de la résistance. Un certain nombre de personnes qui sont des exceptions, c'est-à-dire quelques centaines sur 65 000, continuent à se battre, mais ils n'ont même pas l'objectif de l'abolition de la prison. Ils veulent essayer de la transformer. Et ils la transforment soit seuls, soit par petits groupes et par mouvements spasmodiques, mais ils ne sont plus porteurs d'une pensée qui est comme vision la gestion de la société dans le sens de plus d'égalité et de démocratie directe. C'est plutôt des mécanismes de survie, éventuellement individualistes et moléculaires. Mais est-ce que ça ne correspond pas aussi, Jacques Lesage de la Haye, à un mouvement actuel général, hein, c'est-à-dire la fin des utopies, entre guillemets ? Enfin, ici, en ce qui concerne la prison, ailleurs, sur d'autres problématiques et d'autres thèmes. Il n'y aura pas de fin des utopies, parce que l'utopie, c'est ce qui est impossible aujourd'hui et possible demain, mais c'est simplement la fin de l'espoir en l'utopie. Les gens ne croient plus à rien, et comme ils sont désespérés, ils pensent qu'à profiter, ou ils se jettent dans les sectes et les religions. Vous êtes vous-même donc enseignant, vous venez d'évoquer le mot de religion, ça fait partie aussi des débats et des discussions autour de la prison ces temps-ci, c'est-à-dire la radicalisation religieuse. On imagine que vous êtes assez éloigné de ces questions de religion par nature et même par culture, pourrait-on dire, Jacques Lesage de la Haye. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça sera le thème de cet après-midi de l'émission Le Grain à moudre sur notre antenne. Il ne faut pas se voiler la face, mais il ne faut pas non plus dramatiser. Je pense que dans la mesure où j'ai fait des groupes de parole en prison, à Bois d'Arcy, à Villepinte, puis j'ai été dans d'autres tôles comme Moulin-Isère, j'ai bien constaté que les soi-disant radicalisés religieux ne sont pas si nombreux que ça. Il y en avait un à Bois d'Arcy à l'époque où je faisais mes groupes de parole, et quelques-uns comme ça sont croyants, sont des gens qui font la prière, mais ce ne sont pas des talibans. Alors, je pense qu'en effet, cette fuite vers la religion, vers l'illusion, la crédibilité existe, mais elle est marginale. Et là encore, il s'agit de réactions isolées, mais si on les met tout le temps en exergue et qu'elles deviennent l'apparence, on va croire qu'il y a des extrémistes partout. Ce qui est faux simplement, c'est des réactions extrêmes de quelques individus désespérés. Alors on a commencé cette émission en évoquant ces années 70 qui ont vu naître certains combats autour des prisons. On a bien expliqué que le débat public n'avait peut-être pas bougé dans le bon sens, en tous les cas par rapport à ce que vous espériez, Jacques Lesage de la Haye et Nicole Lesage de la Haye. Néanmoins, les hommes politiques, les rapports donc réguliers sur l'état des prisons françaises ne vous ont pas fait croire à un moment ou à un autre en la possibilité qu'à l'Assemblée nationale, de façon individuelle ou collective, eh bien, il y a des réformes qui se mettent en place ? Pas du tout, pour la bonne raison que quand ce sont les hommes politiques qui se scandalisent des exactions dont ils sont les responsables, ça me fait rire. Par contre, je suis beaucoup plus inquiet quand je vois un monsieur qui a un poste important et qui parle de sécurité pour notre bien et pour nous rassurer. Je crois en effet que là, c'est une stratégie et une tactique qui ont pour but en effet de bien garder le pouvoir en donnant quelques soupapes pour que les gens croient qu'ils sont libres. Mais quand ce sont les gens du gouvernement qui commencent à trouver que la prison est la honte de la République, ça me fait rigoler parce que je sais très bien que peu de temps après, on passera au discours inverse et qui est le discours sécuritaire. Merci à tous les deux. Merci Nicole Lesage de la Haye et merci Jacques Lesage de la Haye. Je rappelle que votre émission c'est ce soir sur Radio Libertaire, donc ce mercredi soir 20h30 22h30 et que c'est tous les mercredis donc sur Radio Libertaire à propos justement de la condition carcérale en France. Merci encore. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs livres. L'un d'entre eux c'est La guillotine du sexe qui est un peu votre travail d'origine sur la question de la vie affective et sexuelle des prisonniers. C'était aux éditions de l'Atelier. L'autre c'est L'homme de métal aux éditions Existence. Et puis le dernier, La mort de l'asile, histoire de l'antipsychiatrie, Jacques Lesage de la Haye. Et ça, c'est aux éditions Libertaire. Merci à tous les deux. Merci. Et merci de nous avoir confié ces archives de Radio Libertaire et lançons un appel peut-être pour des doctorants, des étudiants en sociologie, en histoire. En tout cas, vous avez gardé toutes les émissions de Radio Libertaire de Ras les Murs depuis l'origine. C'est une matière assez formidable, j'imagine, pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à ces questions de conditions carcérales. À la technique aujourd'hui, Valérie Lavalard. À la réalisation, Marie-Christine Closet. Et un numéro de téléphone comme d'habitude, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78.